C'est bon. Écoutez, il est 19h03. Je pense qu'il y a un petit peu moins de gens là, qui se connectent, donc on va pouvoir débuter tranquillement. Je m'appelle Mathieu Robert Perron. Je suis chargé de communication à l'arrondissement de Verdun et je vais animer la séance de ce soir. Donc, je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long des 90 prochaines minutes. Merci d'être présent et présente à cette séance d'information et d'échange portant sur la gestion des eaux de pluie à l'arrondissement de Verdun. Donc, les objectifs de la soirée, premièrement, c'est présenter le plan d'action qui sera mis de l'avant pour protéger les bâtiments et renforcer la résilience du territoire. Deuxièmement, recueillir les commentaires et répondre aux questions des citoyennes et des citoyens. On va être là pour vous entendre également. Je mentionne que la séance d'information est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'arrondissement de Verdun dans quelques jours. La présentation sera également disponible sur le site Internet de l'arrondissement dans les prochains jours. J'aimerais maintenant souligner la présence parmi nous de la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Madame Marie-André Mauger. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Il y a des conseillères et des conseillers présents également. Madame Véronique Tremblay. Bonsoir. Bonsoir. Madame Céline Audrey-Beauregard. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Monsieur Enrique Machado. Je pense qu'il est là. Oui, bonsoir, merci. Merci, bonsoir. Madame Kayla Monroe, je pense aussi. Est-ce qu'elle est là? Peut-être qu'elle n'est pas là. Elle va peut-être nous rejoindre plus tard. Il y avait Benoît Gratton, je ne suis pas certain qu'il est là. Je suis là, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'aimerais donc, merci d'être présente avec nous. J'aimerais saluer également M. Jean Cardin, qui est chef de division à l'arrondissement de Verdun, à la direction du développement du territoire et des études techniques. Bonsoir. Bonsoir également M. Jean-François Dutil, ingénieur chef d'équipe à l'arrondissement de Verdun. Bonsoir. Bonsoir, M. Dutil. Également M. Dominique Baudry, conseiller en aménagement au service de l'eau à la Ville de Montréal. Bonsoir. Bonsoir, M. Baudry. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter le déroulement de la soirée. Vous allez voir, c'est très simple. En premier lieu, Mme la mairesse Marie-André Mauger va vous souhaiter la bienvenue. Par la suite, M. Jean Cardin et Dominique Baudry vont faire une présentation qui va apporter là, un éclairage sur la question de la gestion des eaux de pluie dans notre arrondissement. Au total, la présentation devrait durer environ 30 minutes. Oh. Attends, papa, il est... C'est bon, merci. Par la suite, donc après la présentation, on va avoir la période d'échange, de commentaires et de questions. Ça va être l'occasion de vous entendre. D'ici là, nous vous demandons de garder les micros fermés, d'écouter et de conserver vos questions et commentaires pour la fin. À ce moment-là, quand on va être rendu à la période de questions, je vous expliquerai les différentes manières de prendre la parole. Vous verrez, ça va être très simple. Et finalement, à la toute fin, la mairesse va vous adresser un mot de la fin. Alors, ça met fin à mon introduction. J'invite maintenant la mairesse de l'arrondissement, Mme Marie-André Mauger, à prendre la parole. Merci beaucoup, Mathieu. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci de prendre le temps. On est content d'avoir prévu cette soirée en virtuel parce qu'avec le soubresaut de l'hiver, disons que ça nous a évité aujourd'hui des casse-têtes à savoir si on aurait maintenu ou pas cette soirée-là. Donc, merci d'être là. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je sais qu'on aborde ce soir un sujet qui est une source de grande préoccupation pour beaucoup d'entre nous. On l'a vu l'été dernier, l'été 2023, on a connu quelques épisodes de pluie très abondants qui ont eu un impact, en particulier dans un secteur névralgique de Verdun, Ixon-Lanouette, dont on va parler spécifiquement ce soir. On sait qu'on fait face à plusieurs aléas climatiques, les pluies abondantes
sont 1. On sait qu'il y aura une augmentation des précipitations, donc des coups d'eau, très peu de temps, beaucoup de précipitations. Donc, on est en train d'adapter notre territoire. Jean Cardin va vous faire une présentation. On va remonter à un aléa climatique qu'on a connu il y a longtemps à Verdun et pour lequel on a réussi à développer notre résilience. C'est les crues printanières. Pendant longtemps, Verdun ne s'est pas développé parce que Verdun était inondé chaque printemps. Et on a su développer notre résilience climatique. On a construit donc une digue et tout ça. Et depuis plusieurs années, on développe notre résilience climatique face aux pluies abondantes. Puis vous allez voir qu'on augmente la cadence et on va aussi vous transmettre quelques astuces aussi pour vos propriétés pour vous protéger aussi de l'eau qui pourrait monter dans la rue ou de l'eau qui pourrait provenir des égouts. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de contenu ce soir, mais c'est une présentation qui sera donc disponible en ligne et l'enregistrement de la présentation sera aussi disponible en ligne. Et dans la présentation, on va aussi vous transmettre une adresse électronique où vous pourrez communiquer avec l'équipe des études techniques si vous avez des questions très, très spécifiques par rapport à votre propriété. Parce qu'on va avoir une période d'échange ce soir, mais si c'est très, très spécifique, vous pourrez donc communiquer plus directement avec les études techniques de l'arrondissement. D'ailleurs, je les remercie d'être avec nous ce soir, Daniel Potvin, qui est le directeur du développement du territoire et des études techniques, Jean Cardin, qui est le chef des études techniques avec son chef de section, Jean-François Dutil. Et j'ai vu aussi que Anthony Villeneuve, qui est le chef de l'urbanisme et des permis et inspections qui sont là. L'équipe des communications de l'arrondissement aussi, un trio, Mathieu Robert-Perron, Andréane Desfosses et Mathieu Carin. Merci d'être là aussi. Donc, sans plus tarder, je nous laisse entrer dans le vif du sujet de cette présentation, puis je vais être avec vous jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Nous allons maintenant passer à la présentation qui, comme je le disais, va durer autour de 30 minutes. Donc, vous pouvez garder les questions pour la fin. Il y aura une période d'échange, comme on le disait, et ce sera l'occasion de poser toutes vos questions. J'invite donc M. Jean Cardin dans un premier temps, qui sera suivi de Dominique Baudry. Merci. Comme introduction, c'est parfait. Justement, on parle de changement climatique et plus exceptionnel, gestion des eaux. À Verdun, là, on est un secteur qui est bas. On est près du fleuve. Donc, on est sujet à justement les méfaits de ce fleuve-là, la beauté, les méfaits aussi. Je vais vous expliquer là, un petit peu l'historique dans le territoire. Qu'est-ce qui s'est passé en début du siècle dernier et tout ce qui s'en vient jusqu'à les actions qu'on va faire dans le futur. Donc, le plan de la présentation, c'est assez simple. 3 items. Une historique qui va être quand même assez long parce qu'on part vraiment du début du siècle. Les travaux qui ont été réalisés jusqu'à maintenant là, dans le réseau, là, mais aussi alentour. Et les interventions à venir dans le domaine public et le domaine privé qui va être fait par le service de l'eau, donc Dominique Audry. La suivante. Suivante encore. Donc, avant la voie maritime, le fleuve, c'est un cours d'eau en écoulement naturel. Il était sujet aux crues printanières, aux embâcles et à tous les changements de niveau d'eau sur son cours régulier. Ce que ça faisait, c'est qu'on avait des variations importantes à Verdun en termes de débit, mais aussi en termes d'élévation. Ici, vous voyez un graphique qui montre des observations qui ont été faites à la hauteur de Verdun à différents niveaux. Et on voit là, que si on observe ce graphique-là, pour les élévations qu'on a à différents endroits à Verdun, on aurait des dépassements du niveau des surfaces des rues, une vingtaine de fois sur les 43 ans que représente le graphique. Donc, c'était déjà quelque chose à contrôler, le niveau du fleuve. Là, on avait discuté dès le début du siècle pour la question des niveaux d'eau. Suivant. Donc, on voit ici des images qui datent 1912-1909, en début de siècle. C'était des inondations récurrentes dans le secteur bas de Verdun parce qu'on a commencé vraiment à urbaniser le secteur de Verdun là, en partant de l'actuelle limite de l'arrondissement sud-ouest en allant vers l'arrondissement La Salle.
Donc, le développement s'est fait dans ce sens-là. Et le secteur le plus bas, c'est justement le début de ces développements-là. La ville de Verdun puis la ville de Montréal étaient des villes qui étaient sujettes aux inondations, mais aussi la prairie Longueuil était aussi affectée là, par l'effet du fleuve. Hop, là, on va trop vite. On va remonter un petit peu. Encore une autre. Une autre encore. Oui, merci. Donc, en 1904, c'était la pire inondation de l'histoire de Verdun. La majorité des sols ont été inondés. Ça a forcé la construction des constructions sans sous-sol. Donc, on a opté pour des vides sanitaires. Le système d'égout a commencé à se développer à peu près à cette période-là. On a les premières conduites là, qui ont été construites là, en 1911 à peu près. C'était des conduites qui avaient des vannes de régulation, donc pour empêcher l'eau de rentrer dans le réseau. Puis on avait aussi un système de pompage pour remonter le niveau d'eau pour l'envoyer ou envoyer l'eau vers les émissaires. Donc, c'est un système qui s'est développé là, graduellement là, en partant, comme je vous disais, là, de l'arrondissement sud-ouest, l'actuel arrondissement sud-ouest. La suivante. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a commencé des mesures de protection plus importantes au niveau du fleuve lui-même. Le 4 janvier 1995, on a l'arrondissement voté là, par le biais de son conseil un règlement d'emprunt de 25 000 pour construire une digue de 15 pieds de hauteur. Donc, on a à ce moment-là créé une barrière physique pour empêcher les refoulements là, ou les inondations en provenance du fleuve. Les travaux ont été continués un peu plus tard, en 1996. Puis on a remonté cette digue-là, on a quasiment doublé la hauteur pour l'amener à 31 pieds. La suivante. On a vu avec le temps que la digue était insuffisante. On avait quand même de l'eau qui pénétrait là, par le biais des conduites, mais aussi par la hauteur là, de cette digue-là qui n'était pas suffisante. Elle était aussi un peu perméable, je vous dirais. Donc, on a dû remblayer là, un grand secteur là, des berges. Là, on voit ici une carte ancienne là, qui montre des travaux de remblayage. On est dans le secteur des brises du fleuve avec une vue vers l'auditorium de Verdun. Et on a créé le parc terrien. L'actuel parc terrien est en fait une grande zone de remblai. Suivant. Donc, vous voyez ici la bande grise pâle là, en bas de l'arrondissement, la partie basse de l'arrondissement. C'est la zone qui a été remblayée. Et la ligne rouge, c'est la ligne rouge et bleue, c'est la digue qui a été installée là, pour justement prévenir les refoulements. On a créé un parc linéaire là, qui est maintenant très fréquenté là, de 61 hectares. La suivante. Mais on a continué à avoir des inondations, là, entre autres à l'île des Sœurs. La raison, c'est qu'en 1960, le pont Victoria a été construit et a créé une restriction au passage de l'eau. Donc, un pont, ça a des piles et ça a aussi là, une surface finalement, qui empêche tout de passer. Donc, cette construction-là crée des embarques puis des refoulements là, qui ont affecté Verdun. Donc, l'île n'était pas protégée. On a commencé là aussi à développer des moyens de protection lorsqu'on a commencé à développer l'île des Sœurs. On a créé des émissaires avec des portes qui fermaient là, ou qui était possible de manipuler pour empêcher l'eau de rentrer dans le réseau pluvial là, qui était en construction. La suivante. Donc, on a créé aussi là, en même temps on a créé plus loin là, en amont. À la hauteur des Grands Lacs, on a conçu des barrages justement pour réguler le niveau d'eau. L'idée, c'était de faire justement la voie maritime, faire un canal navigable. Ça a été un élément important là, pour le maintien du niveau d'eau, puis de rendre le fleuve plus stable. Donc, l'effet positif pour nous, c'était vraiment là, au niveau Verdun, là, un fleuve avec beaucoup moins d'amplitude. Les variations annuelles étaient de moins d'1 mètre là, à partir du moment où on a créé la voie maritime. La suivante. Tout à l'heure, je vous parlais de l'île des Sœurs. Là, on a un réseau là, vraiment qui s'est fait beaucoup plus tard sur l'île. Et le réseau de la partie île de Montréal, de Verdun,
C'est un réseau de type unitaire. Donc, toute l'eau qui provient des rues et des résidences, donc l'eau usée et l'eau de pluie, est collectée par les mêmes conduites. Donc, c'est l'image de droite, là, le réseau unitaire. Et à l'île des Sœurs, là, un réseau plus récent qui date des années 60. On a un réseau qu'on appelle séparatif. Donc, deux types de conduites, une pluviale puis une sanitaire. La pluviale ramasse tout ce qui est eau de pluie et la sanitaire, les eaux usées des résidences. Suivante. Donc, une autre manière d'illustrer ces deux types de réseaux-là, vous voyez à gauche, en couleur, c'est le réseau séparatif. Donc, on a les conduites oranges qui sont montrées. Ces conduites-là amènent l'eau vers une conduite en brun sur l'image que vous voyez. Cette conduite-là, c'est le réseau actuel d'intercepteurs. Cette conduite-là amène l'eau vers une station d'épuration et ensuite, par traitement, là, ou suite au traitement, elle est rejetée au fleuve. À droite, en haut de l'écran, on voit le réseau unitaire, donc toute l'eau se ramasse dans la même conduite. Elle est ensuite dérivée vers le fleuve ou amenée vers une station d'épuration au même titre qu'un réseau séparatif. Suivante. Donc, vous voyez ici, là, à partir des années 80, les réseaux se sont développés, les réseaux d'intercepteurs. On a deux grands intercepteurs à Montréal. On a l'intercepteur sud-est qui est dans le bas et l'intercepteur nord là, qui ceinture la partie nord de l'île de Montréal. Donc, vous voyez la limite de partage des eaux là, qui est montrée en orange. C'est vraiment deux grands bassins versants. Toute l'eau maintenant des Montréalais est gérée là, par des conduites qui amènent l'eau vers les intercepteurs. C'est uniquement gravitaire, donc une trentaine de kilomètres de long par gravité. Et à l'autre extrémité de l'île, à droite complètement de l'écran, on a une station d'épuration qui est la plus grosse au monde, là, qui traite l'ensemble des eaux des Montréalais. Donc 2,7 millions de mètres cubes par jour d'eau usée. Ces conduites-là sont très profondes, ils ont 30 mètres de profondeur, justement, pour permettre d'intercepter toutes les conduites qui se retrouvent dans le réseau plus petit, donc le réseau de collecteurs. Merci. Oui, c'est des ouvrages assez gros, là, gigantesques. Là. On parlait de 30 mètres, là, mais les conduites eux-mêmes, ils ont 2,5 mètres, puis ça va jusqu'à 4 mètres de diamètre pour amener ou gérer toute cette eau-là. On a aussi d'autres structures qui sont à différents endroits. On en a 4 à Verdun. Il y en a tout le long de cette conduite-là, tant du côté nord que du côté sud de l'île de Montréal. Vous voyez en vert, c'est le système de dérivation. Donc, on dérive l'eau soit vers le fleuve lorsqu'on a un trop fort débit d'eau en provenance des pluies. Et quand ce n'est pas en période de pluie, bien, on s'en va directement vers l'intercepteur. Donc, l'eau est gérée là, par le système que vous voyez là. C'est un système quand même important en termes de dimension. Pour donner une idée, l'image à droite montre une éticule, là, celle de l'éticule Réaume. C'est une petite cabane qu'on voit là, en surface là, sur notre territoire. On en a 4 comme ça. Et dans l'image de gauche, c'est vraiment là, à l'extrémité droite de l'image, les petits éléments qui en superposition de la grande chambre en jaune. Suivante. Donc, le réseau local se déverse dans cet intercepteur-là qui amène l'eau vers l'est de la ville. On a 4 bassins versants dans Verdun. Chacun de ces bassins versants-là gère l'eau et se dirige vers un seul point de rejet. Donc, les flèches montrent les points où est dirigée l'eau de chacun des 4 bassins versants. Par exemple, si vous prenez l'image, le côté gauche, c'est tout ce qui est en bleu, se déverse vers le point où il y a une flèche là, qui pointe. Ces 4 bassins-là, ils ont à peu près la même superficie, à l'exception du côté île des Sœurs, qui c'est un bassin un peu plus grand. Parce qu'on comprend, à l'île, on a 2 réseaux. Donc, un bassin là, pluvial là, qui se dirige vers les intercepteurs et on a plutôt les émissaires. Et on a l'intercepteur qui est montré, là, la ligne noire qui traverse le fleuve, qui dirige l'eau vers l'intercepteur sud-est. Oui, merci. Cette carte-là montre les structures de rejet parce qu'on en a, oui, encore des structures ou des conduites qui amènent l'eau directement vers le fleuve. C'est des trop-pleins essentiellement, donc des conduites qui amènent surtout de l'eau pluviale, de l'eau en provenance des rues.
Il en reste quelques-unes qui n'ont pas été interceptées lors des travaux réalisés dans les années 80-90. La suivante. Donc, ici, on voit là. Non, l'autre après, c'est ça. Excuse-moi, c'est. Donc, le réseau s'est développé là, avec les deux types de réseaux. On en a un réseau combiné, on a un réseau pluvial et sanitaire. Donc, on a dans Verdun, là, ici, montré les différentes longueurs de conduite, là. Ce qu'on a fait là, pour les secteurs, là, surtout en hausse, c'est qu'on a développé un réseau pluvial en parallèle qu'on va vous montrer dans les diapos suivantes. Donc, on a au total 240 km de conduite dans Verdun, là. C'est la distance entre Montréal et Québec. Puis de ce réseau-là, il y a à peu près 49,8 qui est du réseau pluvial. Suivante. Encore la suivante. Donc, la grande question maintenant, qu'est-ce qu'on a fait depuis pour améliorer là, la gestion des eaux dans Verdun, là, pour réduire aussi les dégâts en temps de pluie? Ce qu'on a fait au départ, c'est un plan. Donc, on a vraiment là, regardé où ce qu'on avait les problèmes principaux, puis c'est dans le bassin 1. Donc, complètement à droite des cartes qu'on vous a montrées tout à l'heure, là. C'est à partir de la rue Willibrord vers l'extrémité nord de Verdun, donc vers le sud-ouest. On a commencé par établir là, qu'est-ce qui étaient les problèmes, puis on a désigné un réseau qui permettait de collecter les eaux de surface. Donc, un réseau là, pluvial, mais qui était très près de la surface. Pour des raisons techniques, on n'a pas pu là, construire un réseau pluvial là, typique. Trop d'encombrement souterrain. Ce plan-là a été développé dans les années mi-90. On a débuté la construction l'année suivante, donc en 96. C'était applicable uniquement pour le bassin 1. Ce que vous voyez, là, les doubles lignes sur le dessin, c'est des conduites qui sont mises de chaque côté des rues. Donc, une plus petite conduite là, qui est uniquement pluviale, qui collecte l'eau des puisards. Et on a développé aussi une ossature là, que vous voyez en rouge, là, qui amène l'eau vers un émissaire, qu'on va vous montrer un peu plus loin. La suivante. Donc, vous le voyez ici, l'émissaire, là, ça a été construit dans le parc terrien. C'est une conduite de 2,7 mètres de diamètre qui est en pente inverse. Donc, ça va vers le fleuve, mais uniquement, là, elle déborde uniquement quand il y a beaucoup d'eau. La raison, c'est qu'on gère là, un first slush. Toute l'eau qui est utilisée dans les rues, qui est collectée là, au début d'une précipitation, est ramenée dans l'égout intercepteur. Puis l'eau qui devient de plus en plus propre au fur et à mesure de la précipitation, ben, lui est rejeté vers le fleuve. Donc, le principe est assez simple. On a mis une simple pente inverse pour amener l'eau vers le fleuve, mais lors de fortes pluies uniquement. On a construit aussi des bassins de rétention. On en a construit 4 dans Verdun. On a commencé, comme je vous disais, en 96 par le bassin qui était aux ateliers municipaux. Ouais, c'est 93 plutôt, là. On a construit en dessous du stationnement actuel un bassin de pierre qui était connecté au réseau pluvial voisin, au réseau qui est en développement aussi. On a construit aussi 3 autres bassins que vous allez voir un peu plus loin là, pour justement contenir les eaux et retenir les eaux durant les fortes pluies. Donc, vous en voyez un ici, c'est le bassin de rétention du parc Joannette et de la ruelle Victor. Ce que vous voyez là en gris dans la partie gauche de l'image, c'est un bassin de pierre. Donc, on a mis des conduites en vert sur l'image là aussi, des grosses conduites de 100 mm de diamètre, et on a rempli ça de pierre. Donc, la pierre de rivière avec des cavités pour permettre d'accumuler l'eau en dessous du parc actuel. Et on a construit aussi les conduites que vous voyez en rose, des conduites importantes là, qui vont des conduites rectangulaires là, de 3 mètres à 2 mètres, qui occupent la majorité des espaces qu'on avait dans les rues. Par exemple, la ruelle Victor, on a pris l'ensemble de la cavité qu'on avait en souterrain pour justement préparer la collecte des eaux là, à plus grande ampleur. Tout ça s'est fait entre 93 et 96. Vous voyez ici le bassin Willibrord, qui est le plus grand bassin de l'arrondissement, le bassin souterrain, qui a été construit en 2009 sous la patinoire bleu-blanc-rouge qui est présente dans le parc Willibrord.
Donc, c'est vraiment différent. On a une cavité là, sans pierre. C'est uniquement un espace qui ressemble à un stationnement souterrain dans lequel l'eau s'accumule lors de fortes pluies. Ce bassin-là est à la limite de deux bassins versants. Il collecte les eaux là, de pluie lors de fortes orages. Une capacité de 5300 mètres cubes. La suivante. Excusez, ma voix est, je suis enrhumé, donc je ne parle pas comme d'habitude. Ici, vous voyez un autre ouvrage de rétention, d'autres ouvrages qu'on a réalisés dans Verdun. À gauche, c'est le parc du Quette. On a créé là aussi un bassin de rétention en mettant des conduites de grand diamètre. Ça a été construit en 2000, donc présentement, on ne le voit pas en surface, mais en souterrain, on a quand même une capacité de rétention. On a aussi dans le stationnement à l'arrêt de la mairie, là, près du bassin que vous avez vu tout à l'heure, là, on a construit en 2009 des conduits évidés. Donc, comme vous voyez, là, c'est les solénos. Ils sont vides dans la base pour permettre aussi à l'eau de percoler dans le sol. Et on en a créé ou a construit d'autres lors de l'aménagement du quai 51-60, notre salle de diffusion culturelle. En 2015, on en a mis beaucoup plus ce coup-là pour justement prévenir puis retenir les eaux. Donc, ce qu'on a fait, vous voyez là, le développement du réseau pluvial s'est fait surtout là, dans la partie rose qui était en problème, la partie la plus basse de le réseau, mais on a fait ailleurs aussi. On a développé à quelques endroits pour des raisons spécifiques le réseau pluvial, des conduites dans certaines rues. Et on a encore là, du travail à faire là, pour compléter le réseau. Ça s'est fait, là, tout ce développement-là, au rythme de reconstruction routière. Donc, quand on avait une reconstruction à faire d'une rue, bien, on faisait là, les aménagements de conduite pour justement préparer là, le développement de ce réseau-là. Suivante. Donc, vous voyez là l'état de la situation, là, les conduites qui ont été construites depuis 1995 dans le secteur. Là. C'est presque complet dans les rues. Là. On en a encore quelques-unes à faire, mais on a quand même fait une bonne partie du réseau pluvial là, de ce secteur-là. Ici, on voit l'ensemble des conduites. On a mis des traits plus épais, justement, à montrer les diamètres plus importants. Vous voyez ici, il manque quand même une ossature ou un élément important du réseau qui est la rue Exxon, ce qui explique là, différents problèmes qu'on a plus haut là, sur cette carte-ci. Le secteur Lanouette, Newmarch, etc. Là, on a ce secteur-là qui est à couvrir là, pour justement compléter l'ossature principale. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des bouts de conduite aussi à faire dans les rues locales. Oui, merci. Ce qu'on faisait lorsqu'on reconstruisait une rue et lorsqu'on construisait des conduites, on rabattait ces conduites-là dans le réseau unitaire. Donc, c'est des conduites qui étaient essentiellement pluviales, mais par le fait qu'on n'avait pas l'ensemble du réseau complété, bien, on avait une interconnexion au réseau combiné. Ce qu'on montre ici, c'est les interconnexions par le point noir. Là. Ces points-là sont des endroits qu'il va falloir revenir déconnecter, finalement, si on dit comme ça, là, pour amener l'eau vers un réseau séparatif. Non, un peu plus haut. OK, c'est bon. OK. Oui, celle-là, merci. Aussi, on a fait différentes actions aussi ailleurs. Là. Par exemple, dans d'autres secteurs de l'arrondissement, on a aussi créé d'autres actions là, pour prévenir les refoulements. Et on a aussi, là, avec les changements climatiques, on a utilisé des systèmes qui permettent maintenant de faire des cartes assez développées pour bien comprendre l'écoulement des eaux en surface dans la ville de Montréal. C'est des systèmes là, par rayon laser, donc des lidars qui ont été utilisés pour créer les cartes que vous voyez ici. On a des zones vulnérables dans Verdun, on les connaît. Là. Ici, ils sont montrés sur cette carte-là par les couleurs plus foncées.
Donc, où on a une vulnérabilité importante, la couleur est plus foncée. Donc, on voit ici que le bassin 1, c'est presque tout en bleu foncé, montrant une vulnérabilité plus grande au changement climatique, dont justement les problèmes de refoulement. La suivante. Autre élément, on a réussi avec l'interprétation de ces images-là, de donner des schémas d'écoulement. Vous voyez ici, on n'a pas indiqué le sens d'écoulement, mais on a quand même les principaux modes d'écoulement de l'eau dans les rues de Verdun. Tout ça, c'est fait là, par le principe d'écoulement gravitaire là, par des niveaux. Suivante. Autre manière d'illustrer le même problème, vous voyez ici les cuvettes. Donc, les cuvettes, c'est des zones qui sont plus basses que d'autres. Ici, vous voyez encore là le bassin 1 qui est le principal problème là, pour la question de cuvette. Donc, l'eau s'accumule à ces endroits-là parce que justement, on est plus bas. Donc, si vous voyez une répartition historique des réclamations qu'on a eues dans Verdun puis dans l'ensemble de Montréal, là, vous voyez que ce n'est pas unique à Verdun, des problèmes de refoulement, il y en a partout à Montréal. Ces points-là, c'est des secteurs seulement. Donc, chacun des petits carrés représente plusieurs plaintes là, qui sont amenées là, à la ville. Donc, les changements climatiques, c'est un nouveau défi, mais aussi ça nous permet là, c'est un changement, oui, excusez-moi, c'est un nouveau défi. Et on a documenté ça depuis longtemps. Donc, on a des pluies là, qui ont été documentées plus que d'autres, dont la pluie du 29 mai 2012. On a vraiment là, commencé à partir de ce moment-là à mieux comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau des bâtiments, puis aussi du comportement du réseau. Merci. La pluie du 29 mai 2012, c'était une pluie qui était, on avait qualifié de monstrueuse, là, ici à Verdun. Là. On a eu 604 réclamations pour l'unique arrondissement à Verdun. C'était 16,5 du total de tout ce qu'il y avait eu comme réclamation sur l'île de Montréal. Elle était intense, mais de courte durée. Pour vous dire, c'était une pluie qui a duré, là, on parle de minutes, là. Donc, c'était pas très long. Comparé à la pluie qu'il y a eu le 13 juillet 2023, qui a duré 2 heures avec 2 fois plus d'eau. Il y en a une durée beaucoup plus longue. On a eu 84 millimètres de pluie là, le 13 juillet 2023. Donc, ici, on voit la pluie du 29 mai là, pour l'arrondissement. Les réclamations sont montrées par un point rouge. On en a eu sur l'ensemble du réseau. Là, donc, ce n'était pas uniquement une question de tuyaux. Là, on avait un problème aussi là, de protection individuelle. On en a même à l'EDSA qui est un réseau séparatif. Suivante. Donc, il faut revoir nos paramètres, hein. On le voit là, avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas uniquement des pluies exceptionnelles qu'on a, c'est presque des pluies, je vous dirais, là, l'intensité a augmenté, puis c'est des récurrences maintenant qui sont beaucoup plus fréquentes. Donc, on a des pluies à l'origine qui étaient d'une récurrence de 20 ans. Donc, une pluie qui arrivait à tous les 20 ans. Maintenant, on en a 2 ou 3 par année de ces récurrences-là. La pluie là, du 13 juillet 2023, si on utilise les barèmes des années passées, ben, ça serait une pluie millénaire. Donc, comme je vous disais, c'est une pluie qui a duré 2 heures là, avec beaucoup de problèmes là, qui ont ressurgi. La pluie du 13 juillet, là, on l'a documenté assez bien parce qu'on l'a pu la voir venir. La raison, c'est que maintenant, les médias là, annoncent, puis au niveau météorologique aussi, on est capable de prévenir là, avant même que ça arrive. Là. Donc, il y a des alertes météo qui sont données. On peut se préparer un peu mieux. Cette pluie, justement, on a pu se rendre sur place. J'ai été, moi, personnellement, pour observer ce qui se passait là, dès le début de la pluie. Et on a pu prendre aussi des images et des données des mesures, finalement, d'élévation. Donc, vous voyez ici, là, c'est inondé partout. Et justement, l'image qu'on montre ici, ça donne une élévation là, du niveau de l'eau à l'intensité maximale. Donc, l'eau a monté jusqu'à l'élévation 14,5 dans ce cas-ci. Cette pluie-là, elle a commencé vers 16h, 4h30 dans l'après-midi. Elle est terminée à 18h,
18h15, 18h30, là, et on a pu la documenter assez bien. Donc, si on reporte l'élévation qu'on a vue sur l'autre page en images, le 14,5 reporté sur la carte, ça nous donne ce que vous voyez là. Donc, l'eau s'est accumulée là, selon le schéma qu'on connaît, là. Donc, ça a été constaté sur place, là. Et on avait une zone inondée qui correspond à la zone en bleu ici. Donc, le volume d'eau total de ce secteur-là était supérieur à 4000 m3. On avait des profondeurs là, qui variaient là, jusqu'à 850 mm. Ce qu'on a fait aussi sur la même carte, c'est qu'on a reporté les propriétés qui ont été affectées, non seulement pour cette pluie-là, mais pour une pluie aussi qui avait été documentée là, avant, donc les pluies antérieures. Et on a montré là, les bâtiments qui avaient été les plus affectés, puis pour lesquels on a eu des réclamations. Donc, intervention à venir. Ce qu'on voit ici, c'est à gauche, c'est les services montréalais. Donc, on a plusieurs services à Montréal. Il y a l'arrondissement, mais il y a aussi des services centraux. On a chacun un certain nombre de leviers, soit réglementaires, même des actions qu'on peut faire sur des réseaux. Tout ça, là, on a commencé à vraiment bien les arrimer. Et on a commencé à développer tranquillement là, les différents plans d'action là, qui vont vous être présentés un peu plus tard. On parlait pas d'une seule solution, mais de plusieurs solutions. On a l'entretien préventif, premièrement, qui doit être fait dans le réseau, donc réseau municipal, réseau public. On a les protections individuelles qui ne sont pas négligeables ou à négliger. Aussi, on va vous montrer un peu ce qu'on fait dans les aménagements routiers, donc dans les rues à travers les projets qu'on réalise. On a aussi les parcs puis les autres espaces résilients. On vous a montré tout à l'heure, il y a des conduites qui restent à construire dans le réseau d'égouts. Donc, ça aussi, il faut poursuivre le développement. Et on a aussi des mesures transitoires là, qui vont être mises en place. Donc, l'entretien préventif, c'est à la base de tout. On doit d'abord être capable de collecter les eaux pour les amener dans l'égout. Sinon, là, ça crée des problèmes de surface. Pour ça, il faut nettoyer nos puiseurs donc, et nos égouts aussi. Donc, on a établi là, des cartes qui étaient à l'origine divisées en 3. Maintenant, on fait des récurrences de 2 ans. Donc, à tous les 2 ans, tous les puiseurs sont nettoyés dans l'arrondissement, donc sont pompés. Et aussi, on a une surveillance là, très pointue de nos conduites d'égout. Ces conduites-là sont inspectées puis nettoyées là, selon les endroits pour éviter justement des problèmes de blocage. Il y a 4103 puiseurs à Verdun. Donc, la protection individuelle, là, pour nous, ça se reflète par des règlements. Règlements pour justement là, prévenir les vulnérabilités dans les bâtiments. Donc, avoir des aménagements privés plus résilients, permettre du stationnement là, qui est plus approprié pour les besoins qu'on a ou les problèmes qu'on a. Condamner les entrées qui sont en contrepente, par exemple, là. Donc, on a déjà fait certaines activités réglementaires pour justement arriver à ces fins-là. Et on a aussi à l'arrondissement intégré là, des normes, là, puis des aménagements qui sont plus résilients dans les surfaces privées. Ça, on va laisser Dominique vous en parler un peu plus longuement plus tard. Dans les rues, donc aménagement routier, on a créé là, depuis quelques années des CI de trottoirs drainants. Donc, ces CI-là permettent de retenir l'eau puis aussi de faire percoler l'eau dans le souterrain. On en aménage là, dans le cadre de projets là, qu'on va faire là, dans différents secteurs de Verdun. Ici, on a créé aussi, où on va créer dans des parcs dès 2024. Ici, on montre le parc Joannette. Là, on va créer une capacité additionnelle de 100 m3. Donc, dès qu'on a un projet, on vient intégrer là, de la rétention d'eau. Ce parc-là, comme vous avez vu plus tôt, il a déjà fait l'objet de travaux importants dans les années 90. On a un bassin de rétention déjà,
Et on va ajouter la capacité à même le projet là, qui va être réalisé en 2024. Aussi, autre projet plus important, là, on va rénover là, entièrement le terrain près de l'usine Antwater. On va venir aménager des surfaces là, de parc et des espaces de résilience, justement, qui vont être des bassins en contrebas, en surface, pour justement être capable de collecter des eaux de surface. À cet endroit-là, on prévoit là, une capacité additionnelle de 1000 mètres cubes là, sur le terrain en question. Et on va aussi, là, sur la rue voisine, donc la rue Dupuis et Joseph, venir collecter les eaux puis les acheminer vers le parc. Donc, il va y avoir une plus grande résilience sur ce secteur-là, mais ça va aider aussi à toute à la grandeur du bassin. Donc, en faisant ça, on réduit là, quand même la quantité d'eau qui va s'accumuler. Par exemple, ici, on a reporté là, pour le 1000 mètres cubes là, ce que ça représente sur la carte. Donc, ce qu'on vient enlever, là, c'est une hauteur d'eau là, de 185 mm. Puis, on accumule là, 3000 mètres cubes seulement dans le secteur là, en question. À l'origine, on avait plus près de 4000 mètres cubes. Oui, suivante. Aussi, on vous avait parlé, ou j'ai parlé tout à l'heure des conduites qui vont être à construire. Là. Ce que vous voyez en rouge, c'est les conduites existantes. On a une conduite importante à mettre dans la rue Ixon. On a 2 phases de travaux qui s'en viennent. Là. On prévoit qu'à partir de 2025, on va être capable de construire les conduites que vous voyez en bleu. Donc, cet ajout-là va permettre de compléter le réseau puis l'ossature principale. Ce qu'on a actuellement, c'est uniquement ce qui est en rouge. On a déjà prévu là, des conduites sur la rue Sud pour pouvoir accueillir les nouvelles conduites en bleu. Merci. Prochaine. Donc, c'est la partie publique qui vous a été présentée. Je vais laisser la parole à M. Baudry. La suite. Bonsoir tout le monde. Merci Jean. En fait, je vais essayer là, de compléter ce que Jean vous a expliqué, mais surtout là, mettre l'accent sur les interventions qu'on peut faire au niveau de chez soi et aussi rapidement pour se protéger dans les prochaines années. Donc, alors voilà ben, sur un graphique que Jean vous a déjà présenté tantôt, mais c'est pour dire en fait qu'on peut déjà aller à la prochaine slide. En fait, c'est des événements de pluie qui vont en fait, retourne à l'autre slide. En fait, je vais expliquer quelque chose. Jean vous a beaucoup parlé de l'augmentation des pluies dans les dernières années. Mais dans le futur, en fait, les pluies là, sont prévues pour être encore plus intenses et de plus en plus de fréquence. Donc, en fait, ouais, on peut changer la slide. Désolé, je n'ai pas le contrôle. Donc, en fait, on pourrait investir énormément sur le territoire pour maintenir le statu quo et espérer conserver des aménagements au niveau de nos maisons et tout, comme ils étaient, comme on les fait depuis les années 60. Mais en fait, la capacité de la ville à adapter son réseau ou à le modifier et on n'arrive pas à rattraper les changements climatiques et juste simplement pour maintenir un statu quo, il faudrait investir 220 millions de dollars par année supplémentaires pendant 30 ans. Et ça, on ne viendrait même pas combler les quantités de pluie supplémentaires qu'on pourrait avoir. Donc, c'est pour ça que la protection individuelle est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte et qui parfois là, est à prioriser. On peut changer la slide. Excusez la diapo. Donc, en fait, ici, c'est que, en fait, l'arrondissement de Verdun vous a expliqué, Jean vous a expliqué en fait, l'arrondissement est très proactif là, au niveau de compléter son réseau. Je pourrais vous dire que c'est des travaux qui sont entamés depuis plusieurs années et ce n'est pas partout à la ville de Montréal où est-ce que c'est possible de rattraper ou d'adapter son réseau là, comme l'arrondissement de Verdun peut le faire. Et donc, il y a des très bonnes nouvelles pour le futur. Par contre, le risque zéro n'existe pas. Tous les réseaux qui sont souterrains là, sont là pour 100 ans, 150 ans. Donc, on ne peut pas nécessairement les réparer prématurément, les changer prématurément.
ça aurait beaucoup d'impact là, sur le territoire, donc des chantiers à n'en plus finir, déjà qu'il y en a déjà beaucoup. Et puis, on est très limité pour ça. Donc, dans le fond, il y a comme un peu une question à se poser, un compromis technico-financier qui, au final, le risque d'inondation de la rue va toujours être là, va toujours être présent. On va peut-être être bon pour les 10 prochaines années en reconstruisant une rue, mais après ça, que faisons-nous? On peut changer de diapo. Donc, qu'est-ce qui peut être fait rapidement pour qu'il n'y ait plus de dégâts dans ma propriété chez moi lors des prochaines fortes pluies? Donc, premièrement, on veut empêcher l'eau de rentrer dans la maison par la tuyauterie intérieure, les refoulements, puis également par les auto-inondations, donc toute l'eau de ruissellement qui peut être collectée par les toits plats. Ça qui est une réalité vraiment à Verdun. Là, en fait, c'est beaucoup de bâtiments à toit plat. Juste pour faire la différence avec les secteurs avec des bâtiments à toit en pente, vous le savez, on a souvent des gouttières qui vont collecter ces eaux-là et l'envoyer sur des surfaces gazonnées sur les terrains. Alors que dans l'arrondissement de Verdun, et surtout dans le bassin 1, on a énormément de toitures plates qui collectent l'eau et qui l'envoient dans la conduite principale et ultimement dans le réseau de la rue qui est unitaire, donc qui récolte les eaux sanitaires et pluviales avec toutes les conséquences que Jean vous a présentées. Donc, ça, c'est par la tuyauterie. Et maintenant, par la surface, c'est important aussi de prendre cette considération-là, que l'eau peut rentrer par les cours anglaises, par les margelles, par les entrées de garage en dépression. Je sais que l'arrondissement de Verdun est un arrondissement qui a moins d'entrées de garage que d'autres arrondissements, mais ça reste quand même un enjeu puis quelque chose qu'on doit faire attention, surtout dans les nouveaux projets. Il faut adapter les entrées de garage pour qu'elles soient résilientes. Et ensuite de ça, l'autre concept qu'il faut prendre en compte, c'est permettre à l'eau de sortir de la maison. Je vous parlais du toit plat tantôt. Je vais vous présenter là, une solution pour dévier cette eau-là des réseaux et également là, les drains de fondation. Donc, on veut évacuer l'eau de la maison, mais il faut déconnecter là, les fameuses gouttières des drains de fondation et tout ça, là, vraiment. Donc, l'idée ici, c'est de retenir l'eau sur le terrain et de l'envoyer vers le perméable. Mais on n'ira pas dans ce détail-là aujourd'hui. Là, on va y aller plus succinct. Vous pouvez changer merci, la diapo. Donc, premièrement, je vais vous parler là, du règlement 11-010. C'est un règlement qui a été adopté en 2011, justement, là, pour contrer, dans le fond, encourager et aider les propriétaires à adapter leur conduite interne. La Ville de Montréal a quand même un vieux bâti qui remonte là, pour de grands secteurs aux années 20, aux années 40. Et à cette époque-là, on construisait souvent sans nécessairement se mettre des clapets anti-retour. Et également, on construisait avec une colonne de chute principale de la maison unitaire. Donc, on collectait, c'est la même conduite qui collectait l'eau du toit et l'eau des toilettes, etc. Alors que dans les nouvelles constructions, ce n'est pas quelque chose qui est fait. Donc, pour s'adapter, en fait, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, des personnes à Montréal installaient des clapets dans la conduite principale. Ce qui est un enjeu parce qu'en fait, oui, on se protège des eaux de refoulement. Par contre, on a vu apparaître beaucoup de cas d'auto-inondation. Donc, l'eau ne pouvant pas s'écouler vers le réseau, eh bien, l'eau, c'est la propre eau du toit qui se retrouvait à ressortir par les toilettes du sous-sol, etc. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de mettre des clapets au niveau des installations individuelles au niveau du sous-sol. Le service de l'eau à la Ville-Centre, à la Ville de Montréal, offre un service d'inspection. Si jamais vous voulez communiquer cette équipe-là et vous voulez là, avoir une inspection chez vous pour confirmer si vos installations sont conformes et sécuritaires et bien entretenues, bien, vous pouvez là, toujours consulter là, les pages web qui sont ici présentes et également communiquer au numéro de téléphone et à l'adresse courriel là, qui est présent ici. On peut changer de diapo. Merci. Donc, par contre, les clapets anti-refoulement n'empêchent pas les inondations par les entrées en contrepente, les entrées plus basses que la rue. Jean vous en a parlé tantôt. On peut changer la diapo.
Merci. Ah oui, avant là, de passer aux aménagements extérieurs, ici, c'est ce que je vous parlais là, de la déviation de la colonne de chute là, d'eau pluviale du toit. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui commencent à adapter leur plomberie intérieure de leur triplex, duplex qui remonte au début du 20e siècle, du début du 20e siècle. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent dévier l'eau du toit et la faire acheminer par une nouvelle descente pluviale et ils l'envoient directement à l'extérieur dans un jardin de pluie ou sinon des espaces perméables engazonnés. À ce moment-là, on vient protéger le bâtiment contre les cas d'auto-inondation et on évite justement d'avoir des risques d'inondation, pas seulement au sous-sol, mais également aux étages supérieurs. Là, vous allez vous dire comment ça, des inondations aux étages supérieurs. Oui, c'est possible parce que s'il y a un mauvais entretien qui est fait de l'avaloir de toit, donc s'il y a de l'accumulation de feuilles ou de branches, etc., bien à ce moment-là, il y a une mauvaise communication de l'air, une mauvaise arrivée d'air, ce qui va faire en sorte qu'il peut avoir un effet de siphon qui va faire déborder les toilettes à des étages supérieurs. Donc, vraiment, la meilleure solution pour se protéger de toutes ces situations-là, c'est de mettre des clapets comme je l'ai expliqué et également de faire une dérivation comme celle-ci. C'est sûr, ça peut être coûteux, mais c'est quand même là, des investissements qui sont assez payants dans le futur, surtout quand on est à faire des travaux dans sa maison. Bien, profitons-en pour adapter là, optimalement son bâtiment. On peut changer de diapo. Ici, en fait, c'était pour vous introduire là, aux interventions qu'on peut faire au pourtour des bâtiments pour se protéger justement des inondations de surface. La photo que vous voyez là, c'est une image là, qui est sortie d'un cahier des architectes de l'urgence, Architecture sans frontières Québec. Donc, eux, dans le fond, proposent des solutions, oui, pour des crues de rivières et de fleuves, mais qui peut s'apparenter également à des solutions quand on se retrouve dans des cuvettes qui sont à risque d'inondation. Donc, en fait, il faut le voir un peu de la même façon. C'est sûr que quand on est en bordure d'un fleuve, les risques sont vraiment, on le sait, c'est le printemps, etc. Mais quand on est en milieu urbain, c'est vraiment un risque moindre, c'est un risque d'accumulation, mais on peut le voir quand même que l'eau peut s'accumuler. On l'a vu dans les photos, hein, l'eau peut s'accumuler. Donc, il faut vraiment s'imaginer que tout élément, fenêtre, etc., est une vulnérabilité où l'eau pourrait s'infiltrer. On peut changer de diapo. J'ai un exemple ici, justement, que j'ai ressorti de la rue, je crois, Lanouette. C'était un bâtiment qui était touché en plus de ça. Je l'ai fait ressortir sans connaître la situation du bâtiment, là, mais vraiment pour vous montrer une architecture qu'on pourrait dire qui était très populaire à une certaine période où on n'avait pas de pluie diluvienne là, et de pluie intense comme aujourd'hui. Donc, on n'avait pas de problème, mais qui, depuis le début des années 2000, pose un risque. Vous voyez justement en face du bâtiment, bon, il y a un puisard. On a vu tantôt que l'eau peut justement, là, en fait, le puisard peut être arrivé à saturation. Donc, l'eau s'accumule dans la rue. Ici, on pourrait mettre des clapets. On pourrait dévier l'eau du toit. On pourrait mettre n'importe quoi, mettre une dizaine de pompes. Jamais on va arriver à faire sortir l'eau qui pourrait pénétrer par l'entrée. Vous avez vu les quantités d'eau sur rue tantôt. Ben ici, cette entrée-là, c'est vraiment une entrée qui devrait être aménagée différemment. Donc, peut-être justement avec des digues, pas des digues, là, mais vraiment des aménagements un peu plus en hauteur pour amener le piéton à accéder dans le bâtiment, mais en montant, en créant une espèce de barrière avec l'eau qui pourrait s'accumuler sur la rue. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites là, tout en gardant le tout accessible universellement, bien sûr. Mais c'est vraiment pour vous exposer à un risque. Quand on a une situation comme ça, on ne peut pas espérer que le surdimensionnement des réseaux souterrains vont sauver dans les prochaines décennies ces bâtiments-là. On ne peut plus penser comme ça. Là. On peut changer de diapo.
pour les personnes qui ont des garages, je sais que c'est moins le cas dans l'arrondissement de Verdun, il y a une solution qui est en projet pilote actuellement au service de l'eau. Ce sont des portes de garage étanches. Donc, là, c'est sûr que ça nécessite aussi une modification de la plomberie. Donc, vous voyez, côté intérieur, c'est protégé et dans le fond, la porte, elle est structurellement fabriquée pour retenir cette force de l'eau-là et également pour empêcher qu'elle s'infiltre là, par les portes. Par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir des problématiques avec le temps. C'est vraiment une situation de dernier recours pour des secteurs que c'est assez dense et pour des situations existantes. Donc, ce n'est pas une situation qu'on voudrait créer dans un nouveau bâtiment, par exemple. Il y a une solution radicale également qui existe, c'est le comblement de ces entrées de garage-là et également des entrées cours anglaises ou descentes d'escalier qui peuvent être comblées. Pour ce qui est des cours anglaises et tout ça, c'est sûr qu'on peut faire un peu la même chose que l'accès que je vous ai montré tantôt. On peut toujours remonter un peu là, justement les bordures de béton pour les emmener à une certaine hauteur au-dessus là, du niveau de la rue là, pour se protéger des inondations de surface. On peut changer la diapo. Donc, tous les nouveaux projets prennent en compte ça à la Ville de Montréal, là, ça c'est certain, peu importe l'arrondissement, tout nouveau projet adapte leurs aménagements, font en sorte de ne plus créer de vulnérabilité et de limiter les usages sensibles au sous-sol. Ça, c'est une notion qu'il va falloir également se dire. On a été habitué au Québec à vraiment occuper nos sous-sols, mais dans des grandes villes comme Montréal, avec des réseaux qui remontent à 150 ans et qui sont unitaires, il faut commencer à se poser des questions peut-être de changer les usages de nos sous-sols et d'adapter l'existant et de ne plus faire là, ce qu'on faisait à l'époque. Tout projet de modification de construction, ça c'est quelque chose à la Ville de Montréal également, là, dans tous les arrondissements, y compris Verdun. Dans le fond, au niveau du privé, c'est aussi une occasion de retenir à la source l'eau. On peut voir dans le secteur du bassin 1 que c'est très minéralisé. Il y a un ancien secteur industriel où on a des toits plats qui collectent de l'eau de pluie qui est envoyée dans le réseau urbain, des grandes surfaces minéralisées, etc. Et pour contrer ça, la Ville de Montréal, depuis 2020, exige que chaque propriété privée qui comporte 1000 mètres carrés et plus de surface imperméable, toit, stationnement, terrasse, etc., eh bien, il se doit, par règlement, le règlement 20030, de retenir des eaux de récurrence 25 ans sur son site. Ça, c'est énormément d'eau qui peuvent être justement retenues à la source pour ne pas surcharger les réseaux. Je dis ça aussi parce qu'au niveau du bassin 1, avec les échanges avec l'arrondissement, j'ai vu qu'il y avait des secteurs qui étaient en reconstruction où il va y avoir des nouveaux projets. Simplement pour vous dire qu'il y a des règlements en vigueur actuellement pour justement s'assurer que ces projets-là n'amènent pas plus d'eau dans le réseau et surtout qu'ils en retiennent à la source. Donc, toutes les nouvelles de reconstruction de réseau, de parcs résilients, de bassins de rétention, etc., bien, vous pouvez penser, en plus de ça, que tout nouveau projet privé se doit de retenir à la source. Donc, c'est vraiment des solutions sur le privé, mais comme le public, là, donc les nouveaux projets, les promoteurs doivent s'adapter également. Là, le nouveau plan d'urbanisme n'est pas encore déposé, mais quelque chose que je peux vous dire, c'est que les orientations en matière de gestion des eaux pluviales, que ce soit tout ce que Jean vous a présenté, justement, saillies drainantes, les parcs résilients, que je vais pouvoir vous expliquer un petit peu là, tantôt. Dans le fond, tout ça, ces orientations-là sur le domaine public sont intégrées et font là, vraiment partie du prochain plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et également sur le privé. Donc, le plan d'urbanisme va donner les outils pour vraiment faire en sorte que chacun des arrondissements puisse adapter son territoire adéquatement pour éviter là, les erreurs du passé et surtout également pour adapter les aménagements existants, là, les bâtiments existants, pour que légalement, ça soit permis. C'est bon, mais oui, c'était très bien vu. Merci là, pour le changement de la diapo. Donc, je voulais quelques mots pour le programme Rénoplex, qui n'est pas un programme qui est géré par le service de l'eau ou l'arrondissement de Verdun, là, que je dois dire. En fait, c'est que tous les travaux qu'on peut faire sur sa maison, donc installation de clapets, déviation de l'eau d'un drain de toit,
oui, les clapets anti-retour, là, donc ça, c'est 360 $ par clapet. Combler les entrées de garage, aménager des dos down à l'entrée du garage, refaire des caniveaux, etc. Donc, c'est tous des travaux qui sont qui peuvent recevoir une subvention du programme Rénoplex. Il y a certains montants, vous allez voir, qui sont peut-être bas par rapport à des travaux qu'on sait qui sont très élevés. Simplement pour vous dire que c'est un programme qui est actuellement en révision pour simplifier les processus et élargir les critères d'admissibilité. Le service de l'eau là, est vraiment en échange avec le service de l'habitation. On fait beaucoup là, de discussions pour justement que ça soit plus adapté pour justement les secteurs comme les vôtres qui vivent là, des problématiques de refoulement et d'inondation. Donc, il va y avoir des nouvelles dans les prochaines années à cet effet-là. Sachez là, que c'est quelque chose qui n'est pas laissé de côté. Et également, là, il va y avoir aussi une augmentation des plafonds de subvention. Là, ça, c'est certain. On sait qu'un clapet, quand on ouvre le plancher, on retire la céramique, ce n'est pas seulement 360 $. Là, la facture va monter très rapidement. On peut changer de diapo. Quelques mots sur les parcs résilients. Jean vous en a parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui vient un peu combler l'adaptation des réseaux souterrains, les bassins de rétention souterrains et également tout ce qui est l'adaptation privée. En fait, c'est que la Ville de Montréal a une nouvelle stratégie. Dans le fond, aussitôt qu'on réaménage un parc, on voit s'il n'y a pas une solution ou une opportunité d'adapter ce parc-là pour y collecter et y gérer de l'eau de pluie de rue. Et tout ça dans une notion là, de multifonctionnalité. Donc, c'est aussitôt, tant qu'à aménager un terrain que la ville possède déjà, aménage un parc, aussi bien le faire en dépression et y emmener les eaux de la rue. Et on y fait beaucoup d'économies. On a vu tantôt là, des projets de parcs, de parcs qui comportent des bassins de rétention souterrains. C'est très coûteux et ça prend beaucoup d'entretien avec le temps, alors que les parcs résilients, c'est de la gestion d'eau en surface. Donc, il y a beaucoup d'économies à ce niveau-là. Donc, on peut vraiment venir compléter là, un peu comme un casse-tête toutes les interventions que la ville met en œuvre là, pour faire de la gestion des eaux de surface là, pour protéger les quartiers. On peut changer de diapo. Donc là, c'est un petit peu là, pour vous expliquer un peu plus de façon technique là, ce qui se passe, c'est qu'initialement, les eaux peuvent pénétrer dans les garages et tout lorsqu'il y a une accumulation sur rue. Le but, c'est vraiment par des devers uniques et par des parcs, des devers, là, des devers, excusez, c'est des niveaux de rue qui sont faits en fonction d'acheminer l'eau vers des espaces là, de parc. Donc, le but, c'est vraiment de la diriger là, de la retenir et de faire en sorte d'évacuer l'eau lorsque le réseau se décharge, donc après les pluies intenses, là, pour éviter tout ça. Donc, on veut choisir les zones inondées plutôt que les subir, les inondations. On peut changer. Et finalement, quelques petits mots sur le parc Joseph-Dupuis. Ben, ce n'est pas le nom, là, mais c'est au coin des rues Joseph et Dupuis. Monsieur Cardin là, vous en a parlé tantôt. Donc, en fait, c'est un parc là, qui arrive dans le fond, les travaux. Il va y avoir une annonce prochainement, donc je ne vais pas vous dire trop de détails sur ce parc-là, mais c'est pour vous dire vraiment que c'est un bel équipement qui s'en vient ici au coin des rues Joseph et Dupuis et qui est financé par le service de l'eau, mais qui va comporter des aménagements qui répondent là, justement à des besoins locaux, mais qui sont également adaptés pour recevoir des eaux des rues avoisinantes. Donc, on est justement dans le fameux bassin 1 problématique. Donc, ici, on voit là, la première, dans le fond, lorsqu'on a des pluies normales, les pluies annuelles là, qui se passent, ben, les eaux vont être acheminées de la rue vers des saillies drainantes, des fosses drainantes, donc ils vont infiltrer un peu d'eau. Et ensuite, il va y avoir des ouvertures sous les trottoirs qui vont acheminer l'excédent d'eau dans les parcs et l'eau va pouvoir s'accumuler là, dans le parc. Donc, ça, c'est le comportement pour les pluies normales. Donc, le parc peut être encore utilisé et tout. Et quand il fait beau, en fait, il n'y a aucune eau dans le parc, donc il peut y avoir plein d'activités. Et si on change la diapo, on va voir, dans le fond, le comportement du parc lorsqu'on le parc va recevoir à peu près là, 1000 mètres cubes d'eau. En fait, c'est ce que Jean a expliqué, en fait, c'est la quantité d'eau qui est en conception actuellement. Fait que ça va peut-être être même plus de capacité de rétention. En comparaison, le parc Pierre Dansereau, qui est le premier parc résilient
de grande envergure sur l'île de Montréal, dans un nouveau secteur là, dans Outremont, retient 627 mètres cubes d'eau. Ici, le parc qui va être là va pouvoir en retenir 1000 mètres cubes d'eau. Ça va être le plus grand parc résilient sur l'île de Montréal. Et là, tantôt, vous avez pu voir, on en a plusieurs en conception, donc il y en a d'autres qui arrivent. Mais quand même, c'est vraiment là, un beau projet qui s'en vient là, qui va avoir quand même un bon impact là, dans le secteur. C'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions, après, on pourra en discuter là, dans la période là, prévue à cet effet. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, M. Cardin et M. Baudry. On est maintenant rendu à la période de questions et de commentaires. Bien sûr, M. Cardin et M. Baudry seront disponibles pour répondre aux questions. Jean-François Dutil, ingénieur à l'arrondissement de Verdun, pourra aussi être appelé à répondre à certaines questions au besoin. Les intervenants feront de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes possibles. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous rappeler certaines règles pour assurer le bon déroulement de la période de questions et de commentaires. Respecter les opinions et les tours de parole, être courtois et respectueux, intervenir de manière brève et directe, se limiter à une question et une sous-question, 2 minutes maximum par intervention. Nous ferons un seul tour de parole, donc une fois votre question et sous-question posées, nous vous demandons de laisser la chance aux autres. Je tiens à vous rappeler donc que la séance de ce soir porte uniquement sur la gestion des eaux de pluie à Verdun. Pour poser une question, c'est simple, vous pouvez lever la main virtuelle en haut de votre écran, là, au milieu en haut. Attendre que l'animateur vous donne la parole. Nous verrons que la main levée, nous verrons lorsque la main est levée que vous souhaitez prendre la parole. Donc, je vais prendre les questions et les commentaires à tour de rôle. Tout le monde aura la chance de s'exprimer. Ce sera d'ailleurs mon rôle. Donc, au moment de parler, vous ouvrez votre micro et ne pas oublier, s'il vous plaît, de le fermer après votre intervention et également de baisser la petite main juste en recliquant là, sur la main. Le clavardage ou le chat est ouvert également. Donc, mes collègues là, Mathieu Cavingue et Andréane Desfossés, chargés de communication à l'arrondissement, pourront prendre en note les questions et intervenir là, à l'occasion dans le clavardage. S'il y a des questions du clavardage qui n'auront pas été posées de manière verbale, on va pouvoir y répondre à la fin. Mais on vous encourage fortement là, à poser les questions de vive voix autant que possible. Alors, vous pouvez déjà lever les mains et on va pouvoir commencer là, la période de questions. Donc, un instant, je peux juste voir les mains levées. Attendez un instant. Il y a Pascal Cécire, mais qui est la main numéro 2. Attendez, je vais juste poser la première en premier. Attendez. Ce sera pas long. Ça serait une Sophie. Nous n'avons que le prénom. Donc, Oui, Sophie, allez-y, Sophie. Bonjour, merci. Sophie Dumoulin, je suis une résidente de la rue Coul. En fait, je voulais seulement poser la question, mais je ne crois pas avoir entendu parler de l'éventuel projet de construction d'habitation dans le secteur de Dupuis-Exurne. Donc là, je sais que ça fait longtemps qu'on en parle. Je n'ai pas entendu parler de date concrète encore pour le début des travaux. C'est sûr qu'avec l'historique d'inondation qu'on a dans le secteur, moi, ça m'inquiète. Que, la construction, parce que bon, c'est sûr qu'on va creuser, il va y avoir des nivellements de terrain. Est-ce que est-ce qu'on va, j'espère, je veux être rassurée à l'effet qu'on va tenir compte des problèmes de canalisation, des versements d'eau dans le secteur. Est-ce qu'on va tenir vraiment compte des problèmes qu'on a actuellement quand la construction de ces travaux-là va débuter? Et est-ce qu'on peut craindre aussi d'avoir encore plus de problèmes pendant la construction des travaux? Parce que j'imagine que c'est des travaux qui vont s'étaler sur plusieurs années, ou du moins un an. Là. Donc, en gros, c'est ça ma question. Merci, Sophie, pour votre question. Est-ce que Jean Cardin, vous pouvez répondre? Oui, je peux répondre. Écoutez, si on parle de pendant les travaux, là, normalement, il n'y a pas de changement. Là, les conduites vont être en fonction. Là.
Et après les travaux, ben, on voit juste du positif, nous, à cet aménagement-là. Parce que présentement, le terrain comme tel, là, si on prend l'ensemble des surfaces, là, on va être plus perméable après les travaux qu'avant les travaux. Et aussi, le promoteur va avoir des obligations en fonction des règlements là, qu'on a à Montréal, là, des nouveaux règlements, pour justement faire des aménagements résilients privés. Donc, on ne voit pas du tout là, de négatif là-dedans, on voit même du positif là, pour le projet qui s'en vient. C'est bon. Est-ce que vous avez une sous-question ou est-ce qu'on a bien répondu à votre question? Non, ça va. Merci. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. On passe maintenant à Pascal Cécire. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Présentation très, très intéressante de M. Cardin, M. Baudry. Moi, je me questionne en fait si des solutions comme des toits verts ont été envisagées. Les toits verts, c'est des toits qui permettent justement d'absorber l'eau, qui permettent de la faire percoler, qui permettent justement un ruissellement plus lent et qui ont été prouvés justement pour bien gérer les eaux et notamment là, lorsqu'il y a des pluies diluviennes. Donc, je me questionne si c'est une solution qui a été envisagée là, à Verdun. Puis non seulement ça, c'est beau. Fait que voilà ma question. On a sûrement une réponse à cette question. Jean Cardin, peut-être? Est-ce que M. Villeneuve pourrait répondre à cette question? Oui, tout à fait. Merci, Jean. Merci pour la question. On adore les toits verts végétalisés, bien évidemment. C'est sûr que c'est plus réaliste de les envisager dans des constructions neuves, ne serait-ce que pour la capacité là, de la structure du bâtiment. Il y a des exigences réglementaires pour des bâtiments neufs ou des agrandissements à partir d'une certaine superficie agrandie ou construite. Donc, le toit doit prévoir un aménagement qui supporte un toit vert. Euh, Puis c'est sûr que quand on est en mécanisme exceptionnel d'accompagnement pour des projets dérogatoires, par exemple, on travaille fort à ce que ce soit intégré dans des projets. Donc, l'intervenante précédente a fait allusion à une intention de développement là, qui s'en vient. C'est sûr qu'il va avoir des toits végétalisés dans les développements d'envergure qui s'en viennent dans ce secteur-là. C'était d'ailleurs dans la vision urbanistique Exune Dupuis adoptée en 2021. Donc, en plus des exigences réglementaires, nous, on travaille fort pour que ce soit intégré parce que oui, ça a des bienfaits. Donc, voilà. Mais c'est réalistement, c'est plus dans les nouvelles constructions plus les agrandissements d'envergure. Est-ce que Parfait. c'est Merci bon? beaucoup. C'est bon, Oui, c'est parfait. merci. 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 On passe maintenant à M. Darcy Béliard. Oui, bonjour, m'entendez-vous? On vous entend très bien, monsieur. Parfait, merci. Je n'étais pas certain si c'était pas fonctionné. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec M. Cardin à l'automne passé parce que moi, j'habite sur la rue Cool. J'ai été inondé le 13 juillet dernier. M. Cardin m'avait un peu brossé l'historique de ce qui avait été fait dans l'arrondissement par les années passées. C'était très intéressant, sauf que justement, on voit que c'est pas un problème qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est peut-être la fréquence des pluies, mais les inondations dans l'arrondissement, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, pendant les années 90, c'était connu. Après ça, il y a eu la fusion avec la ville de Montréal. Ça n'a pas été priorisé. Ça a été, après ça, remis sur la carte en 2020. Il y a eu la pandémie et ça a été retassé. Donc, c'est très intéressant les solutions qui sont proposées ce soir. Cependant, ma question, c'est à quel point l'échéancier est réaliste? Est-ce que les budgets ont été votés? Est-ce que c'est quelque chose que c'est pour satisfaire les citoyens et que finalement, on va être en 2030 et ça ne sera pas fait? C'est un peu ça que j'aimerais savoir, c'est ce qui nous est présenté ce soir comme solution. Est-ce que c'est canné et que ça va se produire? Merci, M. Béliard, pour votre question. Est-ce qu'on a un intervenant ou une intervenante qui peut répondre? Oui. Pour vous dire, M. Bellil, oui, il y a déjà des projets qui sont octroyés en contrat. Donc, pour le parc qu'on vous a montré, là, Joannette, même si c'est une petite quantité d'eau, là, ce contrat-là va se réaliser là, dès 2024. On a aussi le parc résilient qui vous a été montré tout à l'heure. On l'a montré plusieurs fois, là. Et aussi, il y a il y a une phase de travaux qui va se faire là, en 2024.
La rue va suivre en 2025. Donc, on va avoir un apport là, en capacité de rétention dès 2024. Et aussi, on va avoir une soustraction d'une surface là, qui provient de la rue. Ça aussi, là, dès 2025. Et la rue Ixun, on est à planifier les travaux, là, mais on pense qu'on pourrait débuter les travaux dès 2025 pour un chantier qui va se dérouler probablement en 3 phases. Donc, 3 années probablement pour réaliser les travaux dans l'ensemble de la rue. Est-ce que ça vient répondre à votre question, M. Béliard? Oui, ça répond, merci. Merci beaucoup. Je passerai maintenant la parole à M. Joe. Est-ce que M. Joe est là? Sinon, c'est pas grave. Ah, Oh, est-ce que vous m'entendez? oui, on vous entend. Fine. OK, good. Alors, je suis propriétaire d'un bâtiment sur la rue Ixon et Lanouette. Un des gros problèmes qu'on a avec nos inondations, c'est pas juste à cause des pluies majeures, c'est même des pluies importantes, on va les appeler. All right? Un des gros problèmes qu'on a sur ce coin-là, c'est que l'inclinaison des rues qui vont vers ce coin-là. Alors, c'est un bassin en lui-même, le coin de Lanouette et Ixon. Si on parle, là, l'inclinaison part de Ballenstein vers Lanouette, de Champlain vers Lanouette, de l'Église vers Lanouette. Et des puisards sur le coin de Lanouette et Ixon, il y en a très peu. All right? Alors, lui, déjà, il est un bassin à lui-même chaque fois qu'il y a des fortes pluies et on est inondé à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Heureusement que j'ai un vide sanitaire et je n'ai pas de meublier ou quoi que ce soit dans le sol. Alors, Merci. qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour ajuster l'inclinaison pour qu'elle soit plus droite et que l'eau ne s'accumule pas justement dans ce coin-là? Écoutez, c'est une solution, c'est un problème qu'on a parlé, moi et Jean-François Dutil, qui est présent ce soir, là. Oui, effectivement, il y a une capacité là, de collecte de l'eau en surface qui n'est pas suffisante dans ce secteur-là. On a entendu d'un de vous là, avec qui j'ai discuté l'année passée, une intervention qui est faite par les pompiers. Donc, les pompiers pompent de l'eau. On a cherché à savoir c'était quoi exactement, là, mais on va essayer de reproduire justement le pompage de l'eau dans l'égout pour pouvoir l'amener plus rapidement en souterrain, là. On n'a pas montré ces diapos-là ce soir, mais on est en train de regarder, voir si ce n'est pas une solution court terme qui pourrait justement pallier à la non-capacité ou à capacité insuffisante de collecte de l'eau en surface. Merci, M. Cardin. Est-ce que ça répond à votre question, M. Joe? Oui, est-ce que vous m'entendez toujours? Vous Oui. m'entendez? OK. Ça répond en quelque sorte, mais ce que je vois, les solutions de mettre des clapets et dévier les pluies, l'eau du toit vers la rue, c'est pas une solution pour ce coin-là. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est de niveler les rues en partant et aménager le système d'égout. Bravo. Merci. On prend note de vos commentaires. On en prend bonne note. Je passerai maintenant la parole à Mme Ginette Plante. Oui, bonsoir. Mon nom est Ginette Plante, je suis une résidente de la rue Claude. Je ne suis pas certaine que j'ai bien saisi la date du début des travaux pour le parc Joseph-Dupuis. Est-ce que c'est 2024 ou 2025? C'est 2024 pour le parc, puis 2025 pour la rue qui va être aussi reconstruite, la rue adjacente. Donc, la rue Dupuis et Joseph sur le coin. OK. Merci. Merci. La prochaine question, c'est M. Michel Ouellette. Monsieur Ouellette, est-ce que vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro?
Sinon, on va passer à la suivante. Vous pourrez revenir après. Donc, il y a Cédric qui est le suivant après M. Ouellette. Oui, bonjour. Juste d'un point de vue technique, les travaux prévus en 2024-2025 dans le coin de Joseph-Dupuis, ça impacte quelle rue? J'assume que c'est les rues où ce que les conduits sont en amont. Donc, c'est quoi? C'est-tu la rue Dupuis vers côté nord? Est-ce que ça impacte? Est-ce que ça a amélioré la rue Hickson, les rues Cool, exemple? Ces travaux-là, c'est quoi les rues qui est plus impactée puis à quelle proximité? En réalité, toutes les actions qu'on va faire là, alentour du secteur problématique vont aider. Là. En réalité, il faut libérer l'égout en souterrain. Donc, si on retient de l'eau en surface, on dirige l'eau vers un autre secteur qui peut la collecter, ben on va réduire les problèmes. On ne dit pas qu'on va tout réduire, on va tout éliminer les inondations, là, mais on va les réduire quand même. C'est pour ça que je disais dans une des diapos, j'ai présenté qu'il n'y a pas une solution, mais il y en a plusieurs. Donc, il faut le faire, il faut intervenir de plusieurs façons. Est-ce que ça va, M. Cédric? Oui, j'assume que ça va juste surtout impacter nord des travaux, côté nord, étant donné que les conduits vont de nord à sud, c'est ça, si je comprends bien? Comme je disais, tout le réseau là, va être soulagé finalement par les OK. interventions qu'on fait. Peu importe où on les fait dans le bassin. Si on les fait dans le haut, ben, on va aider là, la partie qui est encore plus haute qu'elle. Puis si on les fait dans le bas, ben, on libère une capacité de conduite. OK. Parfait, merci. Il y a Madame la mairesse qui souhaite intervenir. Votre micro est fermé, par contre. Oh, pardon, merci. Je voulais juste vérifier, Cédric, j'avais l'impression que peut-être votre question portait par rapport au chantier comme tel et non pas à la nature des travaux. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça va être une assez grosse zone de chantier en 2024-2025 pour le secteur du Puy, Hickson, Joseph. Ça va empiéter sur la rue Regina. Donc, tout ce secteur-là va vivre 2 années de chantier, puis en fait, puis on va enchaîner avec la rue Hickson. Donc, il va y avoir on va être dans une zone de chantier là, dans ce secteur-là. Là. Mais ce soir, on comprend pourquoi c'est quand même important de le faire. Mais si c'était par rapport au chantier, je vais vous dire que effectivement, là, pour les résidents du secteur, ça va nous demander un petit peu de patience. Mais pour obtenir de beaux automnes, des plus belles rues et des parcs utilisables. Tout à fait. Merci. Donc, on passerait à M. Milos. M. Milos, c'est à vous. Sinon, est-ce que vous êtes en mesure de parler, M. Milos? Je vois que votre micro est ouvert. Mais... Sinon... Ah. OK. Si ça ne vous dérange pas, on va passer à la suivante. Vous pouvez rester là puis revenir, il n'y a pas de problème. Donc, à Mme Brigitte. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. Très instructif, notamment pour la portion historique de l'historique des inventions. C'était vraiment intéressant. Je saisis que le terrain de jeu de la ville est essentiellement sur le domaine public, donc les parcs, les espaces verts, les rues, puis que vous profitez de la gestion des infrastructures pour intégrer des mesures adaptées à la gestion des eaux de pluie. Je me demandais si la ville avait identifié les ruelles comme un terrain de jeu potentiel d'espace public pour faire de la gestion de l'eau sur site. Oui, toute action qu'on fait, tous les chantiers comportent des éléments de résilience. On enlève des surfaces minérales pour créer des zones de verdure. On crée des dépressions, on vient modifier l'environnement pour justement retenir l'eau, puis tenter de la faire absorber là, par le sol. Donc, il n'y a pas un projet qu'on fait dans Verdun qui n'a pas un élément de résilience, y compris les ruelles. Le rythme n'est pas à ce qu'on souhaite. Là, on fait une ruelle environ par année, mais ils ont quand même un impact. Là.
Donc, toute petite action s'accumule année après année. Merci. Parfait, merci. Merci pour votre question. Merci, Jean. C'est maintenant au tour de Michel Ouellette. Donc, Michel Ouellette, là, vous pouvez, espérons que ça va fonctionner. On vous écoute. Il faut ouvrir votre micro, par contre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bon, alors, je ne suis pas très familier avec ces technologies-là. Là. Bon, alors ma question, c'est que j'habite Osborne, entre Ballantine et Berlin. On a un cottage détaché, on n'a pas un toit plat, on est bien content, mais on peut avoir des problèmes quand même de refoulement d'égouts, même si notre rue a été refait il y a 2 ans, en 2022. On a grossi l'unitaire dans la rue. Malgré tout, on a eu quand même un refoulement en juillet. Alors, moi, j'aimerais savoir si on a un projet de refaire notre entrée en pavage perméable. J'aimerais savoir si je peux avoir du soutien technique pour me conseiller, parce que les compagnies que j'ai contactées, ben, c'est des paysagistes. Ils vont faire le travail habituel, la profondeur, ils vont faire comme si on ferait une entrée ordinaire. Alors, je pense qu'il y a quand même une question de capacité de sol à absorber l'eau. Le modèle que j'ai obtenu, c'est les dalles vertes. Il y en a d'autres en béton aussi, là, alvéolées, là. Mais je pense que la dalle verte, qui est une espèce de plastique, de produit de synthèse, de plastique recyclé, ça pourrait être intéressant. Donc, je pense que le programme Rhénoplex, pour l'instant, il n'y a pas d'aide financière pour mon projet. Est-ce qu'il va en avoir un éventuellement? Je ne le sais pas. Peut-être que vous pourriez me répondre. Mais dans un premier temps, j'aimerais savoir s'il y aurait quand même, si on pourrait avoir un soutien technique pour nous aider à faire le travail correctement. OK. Merci pour votre question. Peut-être pour la première question sur le pavé, soit Jean Cardin ou Anthony Villeneuve. Ben, peut-être débuter là, pour vous dire qu'on a, nous, testé différents pavés dans Verdun. On a des préférences là, pour la question de cédicité puis au niveau technique. Pavé drainant, on en teste aussi, mais à partir de l'année 2024. Donc, on a quelques petites surfaces qu'on va faire en pavé drainant. Là, on voit des problématiques potentielles. Je ne vous dis pas que c'est dans tous les cas, mais on va les tester cette année au niveau municipal. Puis pour, vous disiez aussi pour les subventions, bien ça peut-être Anthony, si tu as une réponse là, pour l'aide financière. Ouais, j'ai pas l'info pour ce qui est de l'aide financière. Ce n'est pas un programme qui est administré par l'arrondissement, mais on pourra vous revenir. Là. Je vous suggère de peut-être écrire au comptoir des permis, verdun.permisinspectioncommercialmontréal.ca. On pourra vous accompagner là-dedans. Mais c'est sûr que le pavé perméable fait partie des matériaux de revêtement qui sont autorisés par la réglementation. Donc, on poursuit 2 objectifs là, dans la réglementation pour ce qui est des matériaux de revêtement, des stationnements notamment, donc la lutte aux îlots de chaleur, mais aussi la perméabilité des sols. Donc, c'est tout à fait à propos, là, ce genre de matériaux-là. Donc, on pourra vous accompagner, oui, tout à fait, sous réserve du respect des exigences techniques des fabricants, bien évidemment. OK, bien, c'est très bien. Je vais consulter la section des permis là, pour avoir un soutien à ce niveau-là. Merci. Merci. On passe maintenant à M. David. Oui, bonjour. Moi, je suis propriétaire d'un duplex sur Desmarchais entre Verdun et Ballantine. Moi et mes voisins, à chaque année, il y a des refoulements d'égouts, que l'eau vient sur notre terrain à l'avant quelques fois par année. La rue a été refaite, mais les égouts n'ont pas été touchés. Ça, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Je me demandais s'il y a des projets dans notre secteur, parce que, comme par exemple, avec le terre-plein, ça pourrait être un endroit pour accumuler l'eau, ou on a un autre endroit pour faire comme que les autos faire un U-turn, c'est un endroit aussi où ce serait possible de mettre des bassins de rétention. Est-ce qu'il y a des projets dans ce secteur? Parce qu'on entend parler beaucoup du secteur 1, mais pas trop du secteur 2 et 3, où nous, ça déborde tout le temps.
Oui, sur la rue des Marchés, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a pas de conduite dans les travées, les chaussées, là, ou en dessous des chaussées. C'est les conduites égaux aqueducs sont en retrait, donc sont sur les terrains privés là, avec une servitude. On a aussi des conduites qui sont sur le terrain municipal. Et il n'y a rien dans la rue. Donc, ce que ça va nous permettre de faire là, dans un horizon pas très lointain, là, c'est d'avoir justement des volumes de rétention par conduite dans la rue. On a un premier secteur là, qui pourrait être fait à partir du boulevard La Salle vers la rue Wellington, puis ainsi de suite. On va aller vers la rue Valentin éventuellement. Ces travaux-là vont s'amorcer seulement à partir de 2027, je crois, Jean-François, n'est-ce pas? Effectivement, puisque au préalable, il y a le projet du boulevard La Salle on va commencer entre Gordon et Première Avenue. Ensuite, on va partir de la Première Avenue, puis on va se rendre justement vers Desmarchais, et ainsi de suite pour remonter là, vers le sud ou vers l'arrondissement La Salle. Et puis, cette première intervention-là va permettre de redimensionner les égouts le long du boulevard La Salle, puis ensuite de faire les connexions sur toutes les rues perpendiculaires. Donc, une fois que cette intervention-là va être faite, les rues perpendiculaires vont pouvoir être éligibles l'une après l'autre à une bonification du réseau et Desmarchais va faire partie de la séquence. Bien que vous soyez sur un tronçon adjacent au premier tronçon qui est entre La Salle et Wellington, ben, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on va améliorer ce qui est en point bas, ben, l'effet positif va se répercuter là, sur les tronçons adjacents. Mais ça, ce serait de refaire le système d'égout sous la rue au lieu de sous le terrain? Il peut y avoir un système de doublage, c'est-à-dire que si le réseau sous le terrain est encore en bon état et est encore performant, on en ajoute un supplémentaire en dessous de la rue, ce qui fait qu'on double l'offre et on répartit de cette façon-là la charge là, des eaux sur une plus grande surface de conduite. Non, finalement. Ah, c'est une bonne idée, merci. Bien. Merci. Donc, je passe maintenant la parole à Lise. Allez-y, Madame Lise. Votre micro est ouvert. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Écoutez, ce qu'on va faire, rester là, tout simplement. On n'est pas en mesure de vous entendre. On va passer à Mario Méthode. Mathieu, je m'excuse de t'interrompre un instant. Je crois que Mme Lise a écrit sa question dans le clavardage. Si tu me permets, je vais le lire. Ça dit au début de la présentation, lorsque M. Cardin expliquait l'histoire du quartier, il a déclaré que la zone autour de Willibrod avait été remblayée. Savons-nous quel matériau a été utilisé et quelle est la toxicité de ce matériau? Secteur autour de Willibrod. En réalité, tous les parcs de l'arrondissement ont eu un certain niveau de contamination là, par les besoins de l'époque qui étaient des métaux de combustion. Les gens chauffaient beaucoup là, au bois. Là. Donc, on retrouve dans certains de nos parcs des couches qui sont blanchâtres, là, qui ressemblent à de la cendre. Et ces couches-là sont présentes à différents endroits. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait un projet, on enlève les couches qui sont contaminées, on en dispose là, selon les niveaux là, à obtenir au final. Dans le cas de Willibrod, ce n'était pas une forte contamination, ce n'était pas des éléments là, importants en termes de contamination. Là. On avait, dans le bassin de rétention qu'on a fait, on n'a eu aucun élément contaminé là, pour l'excavation. Merci. Donc, je pense que Lise, on répond à votre question. On est rendu, Monsieur Miloche, je pense que vous avez parlé tout à l'heure. Ce que je dirais, c'est qu'il... Oui. Est-ce que je n'ai pas réussi, en fait? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ah, OK. Donc, j'ai réussi à réparer mon micro. Ma question, c'est par rapport à des mesures de prévention qu'on peut faire nous-mêmes. Et puis, plus particulièrement, vous avez mentionné les clapets à anti-retour que j'avais considéré installer dans ma maison. Mais là, j'ai appris une chose qui me fait qui m'a fait comprendre que peut-être que j'en ai pas finalement besoin, puisque j'habite du côté Île des Sœurs.
puis j'ai appris finalement qu'on a un système d'égout séparé. Et peut-être j'ai mal compris le système de fonctionnement, mais j'ai l'impression que c'est moins important le clapet anti-retour dans un contexte de système d'égout séparé. Est-ce que je me trompe avec mon analyse? En fait, la question, est-ce que ça fait du sens un clapet anti-retour dans le système d'égout séparé? Il Je sais va pas, est-ce qu'il y a falloir quelqu'un? regarder plus particulièrement votre système de plomberie comme tel, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir aussi des problèmes là, liés au réseau séparatif. C'est pas OK. exclu que vous ayez besoin de clapet anti-retour selon la situation de votre plomberie. Donc ça, je ne sais pas. Dominique, peux-tu ajouter la question des Oui. analyses particulières? Là? Ben, en fait, les clapets anti-retour là, sont requis là, pour la plupart là, des bâtiments. En fait, c'est pas parce qu'on est dans un zéro séparatif qu'on n'a pas de risque. Donc, moi, si c'était votre intention de mettre des clapets anti-retour, ben, ça va vous donner une certaine couche de protection, même si vous viviez moins de risques que dans d'autres secteurs. Là. Mais je suis quand même moins exposé aux problèmes de pluie que si j'étais à Verdun. Je me trompe avec mon... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous ne trompez pas trop parce que l'égout pluvial à l'île des Sœurs, il est très profond. On est à plus que 4 mètres à différents endroits. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de risques là, sur le secteur de l'île des Sœurs. D'accord. Puis une deuxième question, la présentation que vous avez faite, est-ce que ce serait possible d'avoir une copie? Ça, je peux répondre à cette question-là. Oui, en fait, la présentation va être diffusée en ligne et on pourra écrire à toutes les personnes qui se sont inscrites, en fait, le lien de la page web où il y aura l'enregistrement et la présentation. Donc, vous pourrez la consulter, il n'y a pas de problème. On parle de la présentation PowerPoint que vous avez présentée, c'est ça qui m'intéresse, oui? Oui, exactement. OK. Excellent. Merci beaucoup. Parfait. Merci. On va prendre une dernière intervention, une dernière question avant de mettre fin à la soirée. C'est une question de Mario Méthode. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, j'ai deux petites questions rapides à vous poser. La plus simple, probablement, parce que ça ne demande pas des coûts, je pense, énormes. Lorsqu'on arrive à l'automne et qu'on a des pluies importantes, est-ce que c'est possible de passer, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça la balayeuse à feuilles, parce que dans mon cas, je suis inondé à chaque fois, je ne dirais pas de façon importante, mais légère, assez que je me lève la nuit pour aller passer le râteau sur le puisard dans la ruelle. Donc, je veux savoir si vous avez un plan qui fait ça de façon automatique ou il faut donner notre adresse, notre intersection, etc., que j'ai essayé de faire une couple de fois, mais à chaque fois, c'est moi qui se lève la nuit, je mets mes bottes de pluie, puis je vais passer le râteau sur le puisard. Ça, c'est ma première question. Après ça, je n'aurai une deuxième. Oui. Dans quel secteur vous êtes? Ballantyne, dans le secteur 2. C'est une ruelle. Entre Argyle et Melrose. OK. Ça, dans ces cas-là pointus, parce qu'on ne passe pas les balais dans les ruelles, puis on n'entretient pas là, pour l'enlèvement des feuilles là, de façon systématique. C'est sûr qu'idéalement, c'est de rentrer une demande là, par le 3-1. OK. Je l'ai fait. Et puis, ça n'a jamais donné de résultat. C'est comme si c'est un puisard, une personne, comme on dit, on ne s'occupe pas de moi. Et pourtant, à chaque fois là, qu'il y a des pluies importantes, c'est la même chose. J'ai une inondation, etc. Donc, c'est comme si mon message ne rentre pas nulle part. Donc, pourtant, c'est pas compliqué. Là. C'est un petit coup de balai, puis ça serait fini. Là, tu sais. Est-ce que je peux vous appeler directement, M. Cardin, pour dire on essaie de céduler quelque chose pour voir comment on peut mettre ça à quelque part dans une cédule puis qu'on ne m'oubliera pas? Est-ce que c'est Ballantyne, Melrose dans ce coin-là? Oui, oui. OK. La ruelle là, qui longe, mettons, entre Ballantyne, entre Melrose et Argyle, c'est celle-là? C'est en plein celle-là où vous avez fait des efforts pour arranger un puisard allongé, etc., qui a donné quand même en temps normal d'excellents résultats, je vais le mentionner, mais quand même, lorsque c'est la chute des feuilles et puis qu'il y a une pluie abondante, c'est ça. Moi, j'ai même resurfacé mon entrée pour augmenter mon niveau
sais, vous parliez tantôt de dos d'âne et tout ça, là. J'ai fait un méga, comment je pourrais dire ça, investissement pour entourer ma propriété. Je l'ai fait augmenter 8 pouces plus haut que le niveau de la ruelle. Donc, j'ai fait les efforts, mais là, malgré tout, quand il y a des feuilles, ben, on a la surprise. OK, parfait. Mais j'ai noté, là, on va le regarder, là, ce cas spécifique-là, parce qu'effectivement, on est intervenu. C'est une ruelle qui est problématique là, dans Verdun. Oui, oui. Est-ce que vous me rappelez, je vous rappelle, on sait du temps comment ça fonctionne? Oui, on va prendre vos coordonnées, on va vous contacter. OK, merci. La deuxième question n'est pas compliquée. C'est sûr que les pluies, comme le 13 juillet, c'est rare que ça arrive. Cette fois-là, j'ai goûté encore parce que ça fait plusieurs fois. J'ai apprécié votre présentation, puis j'ai vu qu'il y avait des efforts qui sont méconnus par rapport à vouloir gérer ça. Puis ça, je pense qu'il y a avantage à peut-être le publicité, qu'au moins il y a des efforts qui sont là. Puis j'ai apprécié ce bout-là. J'ai une question de néophyte. C'est une question bien simple, je vais le dire dans mes mots. Quand on sait qu'il va y avoir des pluies diluviennes comme ça, c'est-tu possible de flusher vos bassins, appelez-les comme vous voulez? Je sais que c'est mal vu au niveau écologique de dire on va flusher probablement dans le fleuve, mais entre être inondé puis flusher dans le fleuve, si vous me posez la question, qu'est-ce que je préfère? C'est y répondre parce que cette année, j'ai eu encore 250 000 de dommages. Les bassins se vident naturellement, puis on avait nous aussi une inquiétude par rapport à leur état, là, et on les a fait inspecter, là, ils sont fonctionnels. Pour moi-même, les avoir vus fonctionner en début de pluie là, dans le secteur des travaux publics, là, ils se comportent normalement. C'est-à-dire que l'eau monte dans le bassin avant d'inonder la rue. Là. Okay. Donc, oui, on a des bassins qui sont en bon état, mais c'est limité. On n'en a pas partout. Là. Okay. Et on ne peut pas les flusher, comme vous dites, là, ils se vident de toute façon naturellement. C'est une question. Probablement, si on se reparle, là, vous pourrez m'expliquer ça. Là. Je ne prendrai pas votre temps là, pour me faire une formation comme ça. Merci. Merci beaucoup, M. Métaux. Madame la mairesse, tout à l'heure, vous aviez la main levée. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Oui, merci. Puis peut-être je pourrais conclure par la même occasion, mais Monsieur Méthode, je voulais vous remercier de vous lever la nuit quand même pour aller nettoyer un puiseur. Et en fait, je pense qu'entre nous, on peut se le dire que c'est un bon geste quand même d'aller dégager un puiseur quand on les voit plein de feuilles, parce que c'est sûr que les travaux publics ne peuvent pas être partout. On n'a pas nécessairement la capacité d'aller dégager l'automne tous les puiseurs avant un épisode de pluie. On a vu des fois, c'est la glace. J'ai souvent vu des citoyens qui allaient dégager la glace d'un puiseur. Puis c'est un geste civique qui est apprécié et qui participe pour éviter justement que l'eau monte dans les rues ou les ruelles. Puis c'est sûr que quand il y a des épisodes de forte pluie, ben, nos bassins de rétention sont là, fonctionnent bien. Mais il y a des rejets au fleuve. Si vous allez à la plage de Verdun, vous allez voir qu'il y a toujours des fermetures préventives après un épisode de pluie, justement parce que il y a tout ce qui va dans le réseau d'égouts va des fois va être dirigé vers le fleuve justement pour éviter une trop grande surcharge dans nos infrastructures. Et la présentation qu'on va vous verser en ligne montre justement où sont ce que M. Cardin appelle les émissaires. C'est comme un peu des termes très techniques et savants pour nous, mais ça veut dire que ça sort par là au fleuve. Et il y en a un près de la Première Avenue et donc à proximité du fleuve, de la plage de Verdun. Donc, on essaye, en fait, c'est pour ça qu'on grossit les conduits d'égout pour éviter d'être obligé d'envoyer de l'eau d'égout au fleuve lorsqu'il y a de fortes pluies parce que c'est pas bénéfique pour nos cours d'eau. Donc, j'ai vulgarisé quelque chose que j'ai peut-être mis des petites imprécisions. M. Cardin, M. Baudry, vous me pardonnerez peut-être. Je veux vous remercier pour votre écoute, votre patience. C'était une longue présentation, mais c'était vraiment très, très riche. Et puis, Mathieu Robert Perron, un membre de l'équipe des communications, là, comme vous vous êtes inscrit par courriel,
on va vous transmettre par courriel le lien où trouver donc la présentation, le fichier en PDF, ainsi que l'enregistrement de la soirée si vous voulez pouvoir réécouter des tronçons. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous invite aussi à participer aux séances du conseil si vous le souhaitez. C'est le premier mardi du mois. En général, il y a quelques exceptions dans l'année, dont au mois d'avril, le conseil est le deuxième mardi d'avril, donc mardi prochain, en web diffusion ou en présence dans la salle du conseil. Et je remercie encore l'équipe de l'arrondissement, M. Baudry, d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au plaisir. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci à tous et à toutes de votre présence ce soir. Je rappelle peut-être encore l'année dernière fois l'adresse courriel si vous avez des questions et commentaires, verdun-ing@montréal.ca. La présentation sera déposée en ligne et l'enregistrement également. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée.